HTTP2, ça doit faire 3 ans à peu près qu'il est sorti. Et en fait, il y a souvent des démos sur le web. Ça tourne toujours un peu autour du même sujet. Chez Cloudflare, par exemple, ils ont une image d'un globe terrestre qui est morcelé et ils vous montrent la différence de temps de chargement entre de l'HTTP1 et de l'HTTP2. Qui a déjà vu une démo de ce type-là? Ouais, il y a une vingtaine de mains qui se lèvent, ok. Bon, de toute façon, pour les autres, je l'ai refaite. Donc, en HTTP1, ça donne ça. Les morceaux viennent petit à petit, au fur et à mesure. Et en HTTP2, ça donne ça. C'est exactement la même image, exactement les mêmes fichiers, juste le protocole qui change. Je vais vous remontrer HTTP1, histoire de vous montrer que ce n'est pas du cache hein, qui fait aller plus vite. Voilà, on voit bien les petits morceaux arriver au fur et à mesure. Bon, HTTP2, il change pas mal de choses par rapport au 1. Déjà, le protocole lui-même, en 1, c'était du texte, en 2, c'est devenu du binaire. En 1, on avait de la compression uniquement au niveau du body. En 2, on a toujours le body, évidemment, mais on a de la compression au niveau des headers aussi. Et en 2, ils ont rajouté un mode de fonctionnement qui est un mode push, où c'est le serveur qui va pousser des ressources au client. Et puis là, en fait, ce qu'on a vu, la différence de comportement, c'est surtout lié au côté multiplexé. En HTTP1, chaque requête est dans sa propre connexion. Ce qui limite un peu le nombre de requêtes, enfin requêtes-réponses qui peuvent être échangées entre un client et un serveur. Et ça, en HTTP2, ils l'ont changé pour faire passer plusieurs requêtes dans la même connexion. Et ces requêtes, du coup, elles peuvent passer en parallèle. En gros, en HTTP1, on avait un modèle qui ressemblait à ça. C'est-à-dire qu'on charge la page principale, une requête, on récupère la réponse, le navigateur parcourt le contenu, il trouve, tiens, il y a un CSS. Requête pour aller chercher le CSS, réponse. Ah, j'avais une image aussi, requête, réponse, ainsi de suite, de façon séquentielle ou à peu près. Et en HTTP2, ce qui change, c'est qu'une fois qu'on a récupéré la page HTML, le navigateur parcourt le contenu, voit qu'il y a un certain nombre de ressources à récupérer, et il envoie plusieurs requêtes en parallèle pour récupérer ça, et il les reçoit plus ou moins en parallèle aussi. Et du coup, là-dedans, dès qu'il y a un peu de latence sur le réseau, on gagne parce qu'on n'additionne plus les latences, on les compresse. Mon exemple, j'avais une version légèrement simplifiée de mon exemple, avec un peu moins de morceaux. Et dans les Developer Tools, j'ai sorti le waterfall et ça donnait un truc comme ça. Ça, c'est l'HTTP1, on voit bien le côté séquentiel. Une requête réponse après l'autre. En HTTP2, le waterfall, il est comme ça. Donc là, on voit bien que c'est des paquets de requêtes réponses qui sont échangées. Alors, je disais tout à l'heure que c'est séquentiel. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez vers la fin, là où il y a du violet, on trouve des requêtes-réponses qui sont vraiment en parallèle. En fait, le violet, c'est la négociation TLS. C'est-à-dire qu'il ouvre des nouvelles connexions à un moment donné pour faire des choses en parallèle. Mais ça reste quand même une requête par connexion. Donc, on n'est pas dans du 100% parallèle, mais le parallélisme est limité par le nombre de connexions entre le navigateur et le serveur. En HTTP2, on s'en fiche de ça, on a une connexion et on fait tout passer dedans. Partez pas tout de suite, c'est pas fini. Je vais détailler un peu cette histoire de multiplexage et des choses qu'il y a derrière, mais avec la vision liée à mon métier. Moi, je suis développeur. De façon accessoire, je suis développeur indépendant. Et je vais vous parler de HTTP2, mais du point de vue développeur, du coup. Comment moi je l'ai pris en main quand j'ai dû commencer dessus. Alors, pour la prise en main, on va peut-être commencer par un Hello World. Et l'outil de base qu'on peut utiliser pour faire de l'HTTP2, c'est une sorte d'implémentation de référence, c'est NGHTTPD, qui fournit à la fois un serveur et un client en ligne de commande. Donc, je vais démarrer.
un serveur. Alors, je ne vais pas m'embêter avec des histoires de certificats ou choses comme ça. Je vais dire que je vais démarrer sans TLS. Et puis, je vais lui indiquer dans quel répertoire il va aller chercher le site que je veux adresser en HTTP2. Et puis, je crois que je lui donne juste après, je lui donne juste le port sur lequel je me mets en écoute. Ok, là, a priori, j'ai mon serveur qui est démarré sur le port 8080. Alors, je vais changer d'onglet. Et voilà, je vais appeler avec l'utilitaire NGHTTP, je vais appeler le Hello World. Et ça fonctionne. Et il y a une démo qui fonctionne. Un peu plus. Merci. Non, parce que c'est pas garanti que ça marche jusqu'au bout. Hein. Bon, du coup, alors la ligne de commande, c'est bien, parce que tout le monde sait que la vérité est dans la ligne de commande. Mais on va quand même essayer avec un navigateur, parce que parfois, il y a des gens qui utilisent plutôt ça. Du coup, je fais un copier-coller, et là, eh ben, ça marche un peu moins bien. La page ne marche pas. Alors, si vous regardez bien le message, il me dit que ça ne marche pas, mais j'ai quand même bien eu une réponse. Par contre, la réponse est invalide. En fait, le serveur a bien marché, c'est le client qui n'a pas bien marché. Le client qui n'a pas su traiter ma réponse. Alors, ce qu'il y a là derrière ce dysfonctionnement, c'est qu'en fait, HTTP2, déjà, il fonctionne en deux modes. Vous avez bien noté que j'ai démarré avec l'option NoTLS. Donc, HTTP simple, pas d'HTTPS. HTTP5, c'est donc le mode là-bas qui est là-bas, le clear text. Et le mode traditionnel, le mode standard, H2, lui, il se base sur du TLS et donc HTTPS. Et il se trouve que dans les clients traditionnels, les navigateurs ne supportent que le mode H2. Il n'y a pas de clear text, d'HTTP2 clear text dans le navigateur. Et il n'y en aura pas. Ils ne veulent pas. Donc, c'est pour ça que ma démo ne marchait pas depuis le navigateur. Bon, sinon, à peu près tous les navigateurs du marché aujourd'hui supportent HTTP2. Tant que c'est sur du TLS, ça marche. En ligne de commande, donc moi j'ai utilisé NGHTTP qui a fonctionné. Par contre, lui, il sait faire que de l'HTTP2. Il ne sait pas faire de l'HTTP1. Et sinon, pour les utilitaires ligne de commande plus polyvalents, curl, par exemple, lui, il sait faire du 1 et du 2, à condition qu'il ait été compilé avec l'option HTTP2. Et dans les distributions, là, je suis sur une Ubuntu, ce n'est pas le cas, là, en l'occurrence. Donc, il faut que je l'installe à part pour avoir le support HTTP2. Et dans wget, il n'y a rien du tout. C'est prévu dans la version 2 qui est en cours de développement, mais pour l'instant, il n'y a rien. Côté langage, aujourd'hui, à peu près tous les langages qui sont encore en vie ont de l'HTTP2, soit directement dans le langage lui-même, enfin dans ses librairies standards, ou alors dans des librairies tierces. Au passage, les langages comme les lignes de commande supportent à la fois H2 et H2C. Il n'y a que les navigateurs qui ne veulent que du H2. Donc là, on a un peu de souplesse. Ensuite, côté serveur. Alors, côté serveur, évidemment, NGHTTPD. Mais lui aussi, il ne fait que de l'HTTP2. Il ne sait pas faire du 1. Et c'est plus une implémentation de référence, une démo comment HTTP2 peut fonctionner. Par contre, dans leur démarche, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait NGHTTPD, mais le cœur de l'implémentation du protocole, ils l'ont mise dans une librairie tierce, libngHTTP2. Et du coup, cette librairie tierce, elle est réutilisable par d'autres outils. On a vu par exemple tout à l'heure curl. Curl utilise cette librairie pour implémenter le client HTTP2. Et on va voir, Apache par exemple, Apache implémente HTTP2 grâce à cette librairie. Donc ils ont fait un module qu'il faut charger et ensuite, pour ajouter le support d'HTTP2,
Au niveau des protocoles supportés, on rajoute H2C lorsqu'on est en clear text ou H2 lorsqu'on est sur du TLS. Petite contrainte là-dessus, il faut un OpenSSL suffisamment récent parce que HTTP2 impose des algorithmes de chiffrement un peu modernes, on va dire. Il ne veut pas les algos un peu anciens considérés comme un peu faibles. Donc un OpenSSL un peu récent et un Apache pas trop vieux. Côté Nginx, pareil, ça a été implémenté il y a quelques mois aussi. Il y a un module pour ça, il faut juste ajouter HTTP2. Là, du coup, c'est le même mot-clé qu'on soit en H2 ou H2C. C'est juste que mon 80 là-bas, il n'y a pas de TLS, alors que le 443, il y a TLS, ou enfin ils ont appelé ça encore SSL, mais le vrai terme serait plutôt TLS. Bon, on va voir ce que ça peut donner avec un Apache. Alors, pour voir ça, où est-ce qu'elle est ma ligne de commande? Là. Pour voir ça, moi j'avais préparé un peu des images Docker. Donc j'ai fait mes petits scripts de démarrage. Tout ce que je montre ici, mes scripts et les implémentations, les configurations que je montre ici, je vous mettrai un lien à la fin sur GitHub où vous pourrez retrouver ça. Donc là, je vais démarrer run. Donc là, je démarre un Apache. OK. Alors, le Apache, je l'ai démarré, il a ouvert 3 ports. Un premier port, non, c'est pas localhost du coup, comme il est dans démo. Un premier port 8001 qui est de l'HTTP1 standard, à l'ancienne. Hein, on voit bien, c'est la même image, on voit bien les morceaux qui s'affichent au fur et à mesure. Je vais rajouter les outils de dev pour qu'on voit un peu. Je vais essayer de. Bon, l'image elle sera un peu petite. Là, on voit bien dans la colonne qui est ici que c'est de l'HTTP1. J'ai ouvert un port 8002 qui, lui, est en H2C, HTTP2 Clear Text. On va voir si vous avez suivi. Qu'est-ce que je vais avoir comme réponse, là, comme résultat? J'entends pas plus fort. Invalide quelque chose? Invalide response? Qui vote pour invalide response? Ouais, il y a pas mal de mains qui se lèvent. Qui propose autre chose? Ah, qu'est-ce que tu proposes? Pardon? Un callback? Un fallback? T'as déjà vu le film? Non? Ouais, t'as raison. En fait, ça marche, mais en HTTP1. Ouais, tout à l'heure, c'était NGHTTPD. NGHTTPD n'avait que de l'HTTP2. Il ne savait pas faire autre chose. Et quand on lui fait, quand il y a un client qui ne supporte pas HTTP2, forcément, il ne savent pas s'entendre. Là, ce qui s'est passé, c'est que quand je tape là-haut ma requête, la première requête est initiée en HTTP1. Et comme le client ne supporte pas HTTP2 vu que c'est du clear text, eh ben, il ne demande jamais à faire un upgrade ou autre chose. Avec d'autres clients, un client en ligne de commande, ça aurait passé par un upgrade, un HTTP upgrade pour passer dans HTTP2. Là, il n'y a pas de raison puisque le client n'en veut pas. Par contre, mon serveur, il supporte toujours HTTP1, donc bah, ça marche, mais à l'ancienne. OK. Et puis j'avais un troisième, 8003, où là, j'avais fait de l'HTTP2, mais sur TLS. HTTPS, on voit là. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat là? Ça a marché? Invalide? Qui dit invalide? Certificat invalide? Pourquoi tu n'as pas confiance comme ça? J'avais préparé ma démo quand même là. J'ai un certificat valide parce que je l'ai déclaré dans mon navigateur. Mais effectivement, la dernière fois que j'avais fait la même démo, j'avais un certificat invalide. Vous voyez dans la colonne protocole, maintenant j'ai H2. Je suis bien passé en HTTP2, toutes mes ressources arrivent en HTTP2. Puis je vais faire un refresh,
Vous voyez que ça arrive assez vite. Et vous voyez le waterfall, on voit bien que plein de choses sont en parallèle. Bon, si on se plonge un peu dans les langages. Alors, j'en montre juste deux. Ceux que je connais un peu, c'est JavaScript et Java. Mais en gros, ce qu'on voit ici peut s'étendre un peu à pas mal d'autres, parce que les deux cas se recoupent un peu. Bon, dans Node.js, le support d'HTTP2 a été introduit avec la 8.4 en mode expérimental. Et aujourd'hui, dans la version 10, c'est toujours encore en mode expérimental. Je ne sais pas quand ils veulent faire sauter ça. Et la grande différence avec mon Apache, c'est que ici, c'est un module. Et donc, j'utilise une API HTTP2. Ici, pour faire du H2 en créant un Secure Server, ou pour faire du H2C en clear text, en faisant un create server tout simple. Donc ça ressemble beaucoup à l'API HTTP, mais il faut que je passe par cette API HTTP2. Et puis du coup, ici, comme c'est une API à part, c'est pas parce que j'ai démarré mon serveur HTTP que tout va marcher. Par exemple, j'ai fait un essai d'Express.js. Il y a des gens qui font de l'Express? Ouais, un peu quand même, ouais. Ok. J'ai eu cette erreur-là. En fait, Express.js ne supporte pas le module HTTP2, Express.js 4. En 5, ils ajoutent le support d'HTTP2. Alors c'est con, mais il y a un contournement quand même. C'est-à-dire que il y avait un module indépendant, un module tiers, qui n'est pas fourni en standard dans Node, qui s'appelle Speedy, le module Speedy. Speedy, en fait, c'est l'ancien nom d'HTTP2, quand il était encore au stade d'expérimentation. Et il y avait un module qui avait été fait pour ce pré-protocole, enfin ce protocole pré-standard qui s'appelait Speedy. Et quand Speedy est devenu HTTP2, le module en question, ils l'ont migré, ils l'ont fait supporter HTTP2 aussi. Et Express fonctionne avec ce module Speedy. Donc, si vous voulez faire de l'HTTP2 avec Express, n'utilisez pas le module standard HTTP2, utilisez plutôt le module tiers Speedy. Dans le monde Java. Alors, dans le monde Java, plusieurs cas. En fait, le problème dans Java, c'est la question du support d'ALPN. Alors, ALPN, deux mots dessus. ALPN, ça veut dire Application Layer Protocol Negotiation. Ça, c'est une étape qui a été introduite dans la phase de négociation TLS. Vous savez, quand un client et un serveur établissent une connexion TLS, ils négocient au début pour choisir les caractéristiques de la session, comme par exemple les algorithmes de chiffrement, la version TLS et des choses comme ça. Donc ils ont ajouté un truc là-dedans qui est la négociation du protocole. Et c'est à ce moment-là où ils choisissent si le client et le serveur restent en HTTP 1 ou s'ils passent sur le protocole HTTP 2. Donc ALPN, il a été introduit dans les librairies standards de Java à la version 9. Des gens qui font du Java ici? Ouais, pas mal quand même. Il y en a qui font du Java 9 ou plus? 5 mains qui se lèvent. C'est pas si mal. Bon, en Java 8, on pouvait quand même encore faire ce genre de choses, mais il fallait trouver des contournements, des librairies tierces. Et puis Java 7 ou plus ancien, laissez tomber, il n'y a pas les bons algos de chiffrement. On est un peu comme sur le problème d'OpenSSL quand il était trop vieux. Alors du coup, concrètement, si on fait du Tomcat par exemple, si on est en Java 8, en Tomcat, alors il faut un Tomcat au moins Tomcat 8.5, donc Tomcat 8, 5 ou 9 et Java 8, on ne peut pas utiliser l'implémentation TLS des librairies standards du JDK, il faut utiliser OpenSSL. Et là, on peut faire fonctionner. Et c'est à partir de Java 9, donc Java 9 avec Tomcat 9, du coup. Là, vous pouvez utiliser l'implémentation TLS du JDK. Bon, après, dans du Spring, Spring, si vous utilisez du Tomcat comme moteur web, vous avez exactement les mêmes contraintes.
C'est un peu plus simple si vous utilisez Undertow, parce qu'en fait, Undertow, ils ont mis leur propre implémentation d'ALPN. Ils ne s'appuient pas sur la LPN du JDK, et du coup, même si vous êtes en Java 8, il n'y a pas besoin de contorsion pour faire marcher. Sur d'autres serveurs, ça a été implémenté un peu de la même façon que dans Undertow. Pas besoin de contorsion, pas besoin de dire on fait du OpenSSL, on a besoin de Java 9 ou quoi. Ça a été intégré de façon assez propre. Donc ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est H2, H2C. Et en gros, on fait du H2. On fait du H2 dès qu'on veut du navigateur. Alors, dans ma petite liste au départ, avec les 4 points, il y en avait un qui était le push. Alors le push, moi en tant que développeur, il m'avait assez intrigué parce que l'idée là derrière, c'est que plutôt que d'avoir ces deux phases où on envoie d'abord, le serveur envoie d'abord, répond d'abord la page web au client et ensuite le client vient demander les ressources qui sont dedans, ben, le mode push, c'est le serveur qui va anticiper. C'est-à-dire que si je demande la page index.html par exemple, le serveur lui il sait que là-dedans il va y avoir un CSS, une image et je ne sais quoi. Donc il va dire ok, je t'envoie la page et puis tiens, prends déjà le CSS, prends déjà le JS, tu en auras besoin. Et du coup, on gagne un peu encore en temps de latence, puisque le client n'a même pas besoin de refaire une requête derrière pour avoir ces choses-là. Alors dans Apache, il y a des directives qui ont été créées pour ça. H2 push resource, là je lui dis, ben, quand tu me demandes l'index.html, je t'envoie le main.css et le empty.png. Dans Node, il faut passer par l'API. Dans la response, dans le stream de la response, on fait du push pour lui dire, bah, tiens, prends ça en plus de ce que tu m'as demandé. Et en Java, en Tomcat, et globalement en Java EE, ça a été introduit avec Java EE 8. Il y a une API aussi pour faire ça, le push builder, où on lui dit, bah, tiens, prends ces ressources en plus. Alors dans ma démo ici, j'avais ouvert en plus une URL /push qui adresse exactement la même image, les mêmes fichiers, mais avec les push ressources en plus. Alors, juste pour revoir le fonctionnement, je vais le remettre en grand. Parce que la différence, c'est commence à être un peu fine. Hein, donc là, sans push, HTTP2 normal, avec le push. Oups, j'ai oublié un slash. Avec le push, ça donne ça. Sympa quand même. Vous voulez revoir le HTTP1 pour comparer? Non, hein, je pense que c'est bon. Si juste dans les DevTools, voilà, le protocole c'est toujours HTTP2 et on voit qu'il y a eu du push dans l'initiator ici. Donc la première requête initiée par quelqu'un d'autre, et là c'est du push. Et en fait le fonctionnement du push, c'est que le serveur envoie ça au client et le client le met dans son cache pour que quand il en aura besoin, il n'ait pas besoin de faire la requête, il prenne celui du cache. Bon, qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça? Cherchez pas un sens caché au slide. Hein. C'est juste que je trouvais le regard attendrissant et j'avais envie de le mettre. Hein. Cherchez rien de plus. Ça veut dire que les images d'avant, il y a peut-être un sens caché, mais ça, c'est à vous de voir. Bon, les conclusions qu'on peut tirer de ça. Bah, pour moi, la première conclusion, c'est que on peut changer de raisonnement en termes de granularité sur les échanges requêtes-réponses. Avant, chaque requête avait un vrai coût puisqu'on additionnait les latences. Maintenant, c'est plus tellement vrai. Donc tous les contournements qu'on mettait en place par rapport à ce mode de fonctionnement HTTP2, bah, ils deviennent un peu obsolètes. Vous savez, toutes les concaténations de fichiers JS, CSS qu'on fait au moment du build, il n'y en a plus trop besoin puisque les requêtes peuvent venir en parallèle et ces ressources peuvent venir en parallèle. Du coup, on peut avoir une action plus fine sur les ressources qu'on choisit de récupérer. Donc pour moi, ça a été la première réflexion. Mais là, on parle de ressources en termes de fichiers.
Mais je pense qu'on peut arriver à peu près au même raisonnement si on parle de ressources en termes d'API REST. On n'a plus forcément besoin de mettre des API façades qui vont agréger plusieurs ressources pour éviter les allers-retours. Je pense qu'avec HTTP2, on peut adresser des ressources plus petites puisqu'on fait des requêtes en parallèle. Donc ça, c'était le premier point de la réflexion. Par contre, quand j'ai lu la doc Apache, il y a quand même une alerte qui dit « Attention, si vous passez en HTTP2, vous risquez de consommer plus de ressources. » Pourquoi? Parce que Apache, il est sur un modèle de thread pool ou de process pool. C'est-à-dire que chaque requête est traitée dans un thread ou dans un process à part. Et ce modèle-là, il ne scale pas trop bien par rapport à HTTP2. Puisque j'aurais beaucoup plus de petites requêtes, le serveur il n'est pas forcément adapté à ce genre de fonctionnement. Par contre, tous les serveurs à base d'event loop, vous étiez à la conf event loop tout à l'heure? Elle était bien. Ouais. L'event loop, il est vachement adapté à ça. Puisqu'en fait, c'est des événements. Chaque requête devient un événement en fait, qui vient dans l'event loop et qui va être traité de façon tout en douceur. Donc, HTTP2, il va plus s'adapter à des Node.js, à des Vertex, à des choses comme ça, plutôt qu'à des Apache, à des Tomcat. Dans la réflexion aussi, il y a des questions qui se posent sur le push. Le push, il était vachement cool dans ma démo, mais si on va au-delà de la démo, je pense qu'il y a pas mal de questions qui se posent, et moi, il me semble que ça crée quand même pas mal de complexité. Pourquoi? Parce que pour optimiser mon fonctionnement, il va falloir que le serveur n'envoie pas des ressources inutiles au client. S'il y a une ressource qui est déjà dans le cache du client, je ne vais pas lui renvoyer 3 fois la même. Et pourtant, le serveur, a priori, il n'a pas à connaître l'état du cache du client. Ou alors, effectivement, ça demande un dialogue supplémentaire entre les deux, un état supplémentaire à gérer côté serveur. Enfin bref, pas mal de choses, une complexité qui vient s'ajouter. Et puis, en plus, si vous mettez ça dans une architecture un peu plus complexe, vous rajoutez par exemple un reverse proxy, le reverse proxy, il peut tout simplement interdire le push. Par exemple, vous prenez Apache en reverse proxy, il interdit le push. Donc, il faut traiter le cas. On est en accès direct, on peut faire du push. On est en accès indirect, il faut éviter le push, ainsi de suite. Bon, une vraie complexité en plus pour un gain qui est finalement pas si important pour des vraies applications. Tout ce que j'ai montré ici, je l'ai mis sur mon GitHub. Et puis il y a d'autres démos en plus pour d'autres trucs. Les slides, alors c'est pas exactement ceux-là, c'est une version un peu plus longue. Ils sont en ligne, c'est la première ligne là-haut. Et puis la spec HTTP2, elle est plutôt lisible. Elle est publiée sur GitHub. Je vous incite à aller la jeter un coup d'œil, peut-être pas la lire d'un bloc. Et puis sur le site, pareil, sur le GitHub, il y a une liste d'implémentations, langage par langage. Vous pouvez voir si vos outils sont compatibles. Est-ce qu'il me reste un peu de temps de questions? Ouais, une ou deux questions. Une ou deux questions si c'est possible. Alors, tu as de la chance, c'est tout au fond. Bonjour déjà, merci. J'avais une question, si on oublie tout le côté marginal du push derrière pour les applications actuelles en les faisant évoluer en HTTP2, est-ce que ça a un sens d'activer l'HTTP2 qu'entre le client et le load balancer ou le reverse proxy, mais pas entre ce dernier et le serveur applicatif derrière qui resterait en HTTP classique? Alors si tu veux pas faire de push, ça a du sens si tu as un problème de latence entre ton load balancer et ton backend. Tu peux économiser de la latence entre les deux, sinon effectivement ton load balancer, tu actives de l'HTTP2 à ce niveau-là et tes clients vont déjà bénéficier de multiplexage. Ok, très bien. Donc, si Par exemple, il y a Cloudflare qui a activé de l'HTTP2 et ça fait que 60% du web est en HTTP2 aujourd'hui. Ok, c'était exactement la question. Ok. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, là.
Bonjour, merci. Ma question portait sur les imports ES6. Est-ce que en mode push, le serveur HTTP2 est capable de comprendre les imports ES6 ou c'est juste les tags HTML qu'il est capable d'interpréter? Alors, c'était avant. À ce niveau-là? Parce qu'en fait, là-dedans, Non, en fait, si par exemple on a une application front codée en ah, JavaScript, pour récupérer en le. JS, Ouais, là, je sais ES6, pas. Effectivement, bonne question. Je me suis pas préoccupé de ça. Ok. Pour récupérer les autres JS dépendants. Ouais, je sais pas. importé via les imports Ouais, et non ok. pas via les scripts, les tags scripts. Ok. Ouais, je sais pas. Ok, merci du coup. Bah, merci à vous.